Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique bien sûr. Tu envoies ta demande et puis on va te prendre ici en direct et tu vas raconter ton histoire. Si on ne mentionne pas le nom des gens, on ne mentionne pas le nom des hôtels, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, etc. Ici l'on raconte comment les histoires et puis même si on veut utiliser des noms, on utilise des noms d'emprunt. Donc pas de nom, on code tout ici et puis on n'est pas grossier ici là. Tu veux parler de la partie intime, il faut dire partie intime point. Pas venir dire le voilà bien voilà. Mais vu que mon histoire parle de moi, oui si c'est toi-même, si c'est ton histoire toi-même là, oui tu racontes, tu peux dire ton nom sans problème. Mais je vais par là dire ceux qui racontent les histoires en disant que pas Fokou Dieu donné, Gaston il habite au quartier et tourne derrière le camp. Non. On ne veut pas avoir l'information voilà, exacte derrière qui mon frère. Non. C'est pas, on n'est pas là-bas ici, c'est pas le tribunal. Mais quand c'est ton histoire, tu peux dire ok, moi quand j'étais petite, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y avait un monsieur, on va donner le nom de Paul par exemple. Donc, le nom d'emprunt, c'est ce que je veux dire. Prenez-moi comme une petite sœur. Je stresse parce que c'est une histoire vraie et ça m'est arrivé en 2012 avec le décès de ma maman. Peut-être que certaines personnes de ma communauté vont, mes amis et autres, ils vont me reconnaître. Je disais, c'est une histoire qui m'est arrivée pendant le décès de ma maman. Et c'est une histoire encore qui me fait peur et qui me... Voilà, je ne sais pas pourquoi aussi je raconte des histoires le plus souvent la nuit. Donc, je raconte cette histoire, peut-être aussi pour avoir un peu peut-être de réponses, parce que, voilà, j'ai jamais eu de réponse. C'était en 2012, lorsqu'elle décède, on était dans une ville à Port-Gentil, et j'étais encore un peu plus jeune. Et pendant le décès, il y a quelque chose qui s'est passé, que jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, je rêve encore et ça me traumatise un peu. Et pendant le décès, il y avait, vous savez, quand on organise les décès, on attend tout le monde qui arrive, par exemple, qui vient de Lambaréné, de Libreville, un peu de Douala, Yaoundé et tout ça. Ils viennent se réunir. Et du coup, on attendait la famille. Et maintenant, lorsqu'il y avait le décès, voilà, le corps était là et tout, il y avait la cérémonie mortuaire et tout. Et j'ai une cousine que je connaissais même pas vraiment, hein. Je connaissais pas, je sais que c'était juste ma cousine. Et elle a commencé à se manifester, à rentrer en transe. À rentrer vraiment en transe. Elle est rentrée en transe. Elle ne vivait pas à Port-Gentil avec nous. Elle vivait à Lambaréné. Mais c'est quelqu'un qu'on voyait des vacances. Et ça faisait pratiquement près de, peut-être une affaire de 7 ans, 8 ans, voire 9 ans même qu'on ne s'était plus vu. Elle était juste venue pour le décès. Et pendant la cérémonie, elle commence à rentrer en transe. Elle rentre en transe. Il faut l'attraper. Et comme chez nous, quand une personne prend des crises, on peut te mettre les écorces pour bloquer la langue, pour pas que la langue se coupe et tout. Elle a commencé à rentrer en transe. Et lorsqu'elle rentre en transe, elle commence à dire, elle dit le nom de ma mère. Je suis telle personne. Je suis telle. Elle commence à se fâcher. Ah, DMG. Elle commence à se manifester. Elle commence à dire, DMG, j'étais le dernier moment avec ma maman. Elle commence à dire des choses. En fait, si c'était une personne entrant en transe, je me sens démentée du genre, elle était comme si elle était à l'au-delà, comme si ce n'était plus elle. Les yeux étaient devenus tout blancs, le corps était devenu dur. Les yeux étaient devenus tout blancs. Elle a commencé à se jeter au sol, s'est frappée sérieusement au sol. C'est damé. On l'attrapait, comme je disais, on mettait les écorces au milieu de la langue pour pas que la langue se coupe. Donc elle commençait à se frapper et elle a commencé à dire, je suis telle. Pourquoi vous m'avez fait ça? Là, au vivant de ma maman, on était arrivé dans notre terrain familial et comme le quartier était encore vide,
Donc, l'autre côté du terrain familial, ma mère était allée construire une maison et on était allé rester là-bas. C'était du genre, en face du terrain familial, ma mère avait fait une maison là-bas. Mais comme c'était pas dans notre terrain, et net après les funérailles, quand elle est décédée, bon, quelques temps avant qu'elle ne décède, on l'avait ramenée de notre côté. Et avec l'abandon et tout ça, parce qu'elle était malade, on avait cassé la maison là. Donc on avait cassé la maison. Mais quand elle a commencé à rentrer en transe, c'est l'une des premières choses qu'elle a dit. Pourquoi vous avez cassé ma maison? Pourquoi vous avez cassé ma maison? Je répète que ma cousine, ça faisait plus de 8 ans ou 9 ans qu'elle n'était pas venue ici. Elle ne connaissait pas l'actualité. Elle a commencé à dire, pourquoi quand je suis tombée la première fois, vous m'avez amenée dans tel hôpital? Elle a commencé à dire, j'ai des choses que il n'y a que moi, par exemple, qui savais. Elle a commencé à dire, il y a ma grande sœur qui vivait avec un homme et elle est venue dire qu'elle ne veut pas l'union, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas qu'il y a des... En fait, c'était tellement fort. Un moment, on l'a pris au terrain familial. On essaie maintenant de demander, bon, si c'est vraiment toi, telle personne, où était le premier toilette que tu as fait creuser toi-même ici au terrain? On l'a laissé debout. Elle nous a menés à l'endroit. Elle nous a menés à l'endroit. Au moment où elle veut se taper à l'endroit, on l'attrape. Et derrière la maison, on avait des étangs où on pêchait. Et elle dit, regardez, l'eau ne fait que tarir. Vous voulez construire là où on avait l'habitude de pêcher, de vider. On appelait ça vider. Donc, elle nous amenait les endroits, en fait. Et elle parlait sérieusement. En fait, des choses que... c'était fort, en fait. C'était vraiment fort. Tout le monde, d'autres ont éclaté en sanglots, d'autres ont commencé à pleurer de leur côté, d'autres ne croyaient, en fait, ne réalisaient pas en fait ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses aussi que, avec tout ce qui me remonte même dans la tête là, je transpire même ce DMG. En fait, si j'ai la possibilité de mieux C'est les yeux. Ok, merci. Si j'ai exactement, c'était pas une mort naturelle. En fait, si j'ai la possibilité de faire une autre vocale, je vais. D'accord. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage à toi. Regardez ça. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez. Alors, je vais taire mon nom. Je suis ivoirienne. Je vais vous raconter mon histoire que je vis personnellement. En vrai, je fus des douleurs à la tête pendant plus de 5 ans. C'était de vraiment très fortes douleurs. Des douleurs quand ça commençait. Je pouvais faire la semaine sans dormir. Quand je dis sans dormir, je passais les nuits, je veillais, je pleurais de douleur. On a fait toutes sortes d'analyses, de scanners et tout. Mais on ne trouvait rien. Mais moi, les nuits, c'était toujours la tête. Je partais même plus au cours, j'étais à la maison. Je suis musulmane de base. Mais mon père, il m'a envoyé dans des églises, un peu partout pour chercher vraiment la source. Mais rien. Après, désespérée, je suis restée là, abandonnée à mon sort, avec les douleurs et tout. Et j'ai une amie là, qui avait cherché le mari d'une femme. Le mari, oui, c'est ça. Et qu'il avait lancé un sort. Elle avait commencé à pourrir, je pourrais dire. Parce qu'elle avait de l'eau qui sortait de son corps à l'hôpital. Ils ont dit à sa famille, non, il fallait rentrer à la maison pour attendre le jour de la fille parce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire pour elle. Et il y a un vieux dans une commune en Côte d'Ivoire, on appelle ça Niamon. Il y a une connaissance qui a dit à la fille de partir là-bas. Elle est partie, elle a fait 1 mois, le vieux, il a soigné vraiment la fille. Elle est revenue. Donc un jour, la fille elle me disait, écoute, qu'est-ce que ça te coûte d'aller voir le vieux? Ton problème de tête, tu es passé partout. À l'hôpital, les scanners montrent qu'il n'y a rien, on ne comprend pas, tu dors pas, tu souffres. Mieux tu pars voir le vieux. Je lui dis, d'accord, je pars voir le vieux, j'arrive chez le monsieur. Il me dit, il me voit, il commence à rire.
Il me dit, tu t'es beaucoup promené avec ta tête. Et effectivement, parce que j'ai voyagé beaucoup, on allait au Mali avec mon papa, on allait au Mali pour chercher, on allait vraiment un peu partout, mais il n'y avait jamais rien. Partout où nous sommes passés, le jeu, il m'a tout dit. Il m'a dit, tu es passé dans tel coin avec ton papa. Ils ont dit, si, il a tout dit. Il m'a dit comme ça, je ne vais pas te dire qui t'a fait ça, mais ils ont enterré ton habit avec tes cheveux au pied d'une montagne, dans une forêt. C'est là-bas qu'il y a une feuille qui pousse sur la montagne. C'est cette feuille-là qui peut soigner ta douleur, là, qui peut enlever ta douleur là. Mais il ne sait pas s'il peut trouver la feuille. Mais c'est ce que lui, il voit. Et il ne va pas me dire le nom de la personne qui me fait ce genre de choses-là parce que ça va créer la division dans la famille, ça va créer vraiment beaucoup de choses. Mais il va faire ce qu'il peut et le reste, je vais confier à Dieu. J'ai dit, ok. Donc au départ, il me donnait les médicaments, je mettais sur la tête et tout. Et pour me préparer. Et un jour, le dernier jour où je suis allée sur le lieu, il m'a dit d'acheter une boîte de lait. Je ne sais pas si vous voyez les boîtes de lait liquide là. J'ai acheté la boîte de lait, je suis arrivée. Il m'a mis des médicaments sur la tête. Il a percé la boîte de lait d'un côté. Il y a le lait qui est sorti. Et il m'a mis la boîte de lait là sur la tête. Et il a mis des médicaments, il a fait des trucs. Et là, le sang a commencé à couler. Je ne sais pas où le sang quittait. Je sais vraiment pas. Moi, j'étais juste là, j'étais tellement dépassée que je commençais à pleurer. Il y avait le sang là qui coulait. Et il a enlevé la boîte. Lorsqu'il a enlevé la boîte, il a ouvert la boîte. Il y avait, je ne sais pas trop comment dire ça, comme un truc de vivant qui bougeait, ça. C'était un truc, je ne sais pas trop comment dire ça, mais en fait, je regardais et je pleurais simplement. Il m'a dit non, d'arrêter de pleurer, que Dieu m'aime, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit que lui, c'est Dieu. Lui, il ne dit pas que la personne qui m'a montré la route de chez lui, il ne dit pas que c'est la personne, mais il me dit simplement que Dieu m'aime. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais le reste, là, de beaucoup prier parce que il ne sait pas si ça va s'arrêter ou pas. Mais sans mentir, depuis ça, là, sans mentir, il ne m'a pas dit le nom de la personne qui m'a fait ça. Et je n'ai pas aussi cherché à savoir c'était qui ou j'ai vraiment pas cherché à savoir. Mais bon, depuis là, bon, ça va, Dieu fait grâce aujourd'hui, la douleur, ça va. Ce que je veux dire, c'est de rester accroché à Dieu, de rester toujours optimiste, de ne jamais abandonner pour des personnes qui traversent des moments vraiment difficiles, pour des personnes qui souffrent des maladies, ne savent pas la source, ils vont à l'hôpital, ils ne trouvent pas. C'est de ne jamais désespérer, de croire en Dieu. Dieu a un mot pour tout un chacun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour l'histoire, Diamant. Bonsoir, Aline. Bonsoir DMG, comment vas-tu? Très bien, toi-même. Ça va par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous suivez maintenant? Attends, parce que est-ce que ça passe maintenant? Ton audio passe maintenant? Oui, c'était mon téléphone, il était déchargé. Là, je l'ai même mis en charge. Ok, c'est bon là. Alors, j'ai deux histoires, mais je sais pas. Bon, je vais d'abord vous raconter la première histoire. Alors, la première histoire s'est passée, c'est un de mes collègues qui a eu le souci. On est dans un ministère au Gabon. Je précise d'abord, moi je suis gabonaise, donc je vis au Gabon. Je travaille au Gabon. Alors, dans ce ministère-là, on nous envoyait souvent faire des travaux. On allait souvent à l'extérieur du pays. Donc, à l'intérieur du pays plutôt, autant pour moi. Donc, dans les villages et tout ça, là, les provinces et tout ça. Alors, on arrive dans une province du Gabon, quelque part. En arrivant là-bas, on est tous dans la province et puis on était dans les villages. Donc, mon collègue et moi, on s'entendait plus. Et on marchait un peu ensemble, on est allé au marché, on est allé manger un tout petit peu. C'est comme ça que mon collègue tombe sur une très belle fille, très belle. Vraiment, très belle femme. Alors, mon collègue commence à jeter le mot, draguer en fait. Il jette le mot et tout. Vous savez, quand on va en mission, les frais de mission et tout ça, on essaie un peu de flatter la petite. Nous sommes dans un village, c'est normal.
Donc, mon collègue parle avec la fille en début de journée et tout. Ça commence à parler. Le premier jour, chacun d'entre nous rentre un peu là où il est parti, arriver, dormir et tout ça, là où on nous avait logés. Deuxième jour, on retrouve aussi la même fille, toujours au marché et tout ça. Sa maman avait une petite échoppe dans le marché. Troisième jour et tout. Et c'est comme ça qu'un gars, un monsieur, donc j'étais en train de faire mener l'enquête parce que la journée on travaillait, le soir on allait manger, puis on se lavait, puis chacun d'entre nous rentrait dans ses appartements. Alors, moi je suis en train de travailler et tout ça, et moi comme je suis une personne très, je peux dire comment, je suis très souriante, je souris avec tout le monde. Pour moi, je me dis qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, quelles que soient les conditions, mais avec un peu de méfiance aussi dedans. Alors, je vois le petit et tout, en 3 jours, je commençais déjà à m'habituer au petit et tout. Ça va, tantine? Je dis oui, ça va et tout. Ça va, tantine? Je dis oui, ça va et tout. Si j'ai 200, je donne. Je dis bon, porte-moi le sac là et tout, machin. Donc, c'est comme ça que, au 5e jour ou au 6e jour, le petit vient me trouver. Je dis, c'est comment tel? Bon, je vais l'appeler Dani. C'est comment Dani? Il me dit, ah, tantine, je veux te voir. Je dis, tu veux me voir? Il me dit oui. Je me rapproche du petit. Le petit me dit, ah, tantine, le monsieur qui est venu avec toi là, bon, je vais appeler mon collègue Steve. Le monsieur qui est arrivé avec toi là, c'est ton collègue, c'est ton ami, il est quoi pour toi? Je dis, ah, c'est un collègue de travail, pourquoi? Il dit, ah, la fille qui le fait draguer là, dis-lui de rester tranquille parce que hier nuit, on a voyagé. Oh Seigneur, hier nuit, on a voyagé. Et quand on a voyagé, on a fait une réunion parce qu'on a vu qu'il était insistant sur la petite en question. Ah bon? Oui. Il veut sortir avec la petite et tout le village sait déjà ça. Dis à ton ami, dis à ton collègue d'arrêter ce qu'il veut faire là. Parce que la fille en question avait son premier mari, c'était un notable de la place et malheureusement le notable est décédé. Et on peut dire comment, on va dire ça, c'est une femme de famille. Donc elle est restée avec le village, c'est elle qui entretenait le village et tout ça et tout, parce que la plupart des gens de cette famille-là vivaient en ville. C'est comme ça que je vois mon collègue Steve. Je dis, ah Steve, le soir en fait. Je viens, je dis, ah Steve, la petite que tu ne fais que convoiter là, ah mon gars, arrête, parce que voilà ce qu'on est venu me raconter. Ils me disent, oh, Steve me dit, oh non, c'est toujours comme ça, toi tu vois le mal de l'eau et tout. Je dis, non, c'est pas moi, on m'a raconté. Oh non, laisse ça, c'est un truc que je vais vite faire et tout, machin. De toute façon, on part dans bientôt et tout, je fais ça vite et puis je pars. Je dis, ah Steve, nous sommes dans un village où on ne connaît personne. Les gens nous ont accueillis, oh non, toi tu es toujours comme ça. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors on retourne encore le lendemain, on va dans nos occupations du boulot et tout ça, machin. On repart dans la même échoppe et tout ça. On mange chez la maman de la fille puisqu'on avait déposé de l'argent là-bas. On lui a dit, bon, le nombre de semaines que nous faisons ici, nous allons souvent venir manger chez toi parce qu'apparemment, c'est là où c'est propre et mieux entretenu et tout ça. Elle nous fait comprendre que oui, donc on allait là-bas chaque midi. Et la fille savait que mon collègue Steve sera là chaque midi. Donc c'était comme ça. Et voilà, le gars a continué à taper le mot. Maintenant, le jour où il devait aller conclure, le gars, la soirée, il s'est préparé, il amène la petite à la chambre, au truc. Et ça se parle, ça s'est fait des trucs là-bas. Quand mon collègue rentre dans le business, excusez-moi, vous allez comprendre, mon collègue rentre dans le business. Mon collègue est bien dans le business, il faut leur truc, il rentre dans le business. Quand mon collègue ressort du business, DMG, la peau de votre truc là, la peau est quittée. C'est pas qu'on m'a dit. Moi-même, j'ai vu. Seigneur, je suis... pardon. Tu as vu le truc là, hein? Mais je ne pouvais que voir. Parce que quand il est sorti de la chambre, ma chambre n'était pas très loin de sa chambre. Donc, du coup, quand le gars sort, en fait, c'est comme si... C'est comme, vous voyez, excusez-moi aux gens qui sont là. C'est comme si on avait versé de l'eau sur un bras. De l'eau bien chaude, même pas de l'eau, l'huile en fait. Bien chaude. Donc, vous voyez que ça arrache toute la peau.
Donc, son business est resté comme ça. Donc, la peau du haut, là, votre peau, là, votre fierté, là, toute la peau, là, est quittée. C'était complètement quitté. Donc, le truc est sorti là-bas, c'était rouge. Quand j'ai entendu ce mot, au secours, moi aussi, je me suis levée du lit. Nous tous, en fait, les autres collègues aussi sont sortis de la chambre. Ils sont tous sortis. On est... Mon Dieu, c'est l'un de nos collègues aussi qui est rentré maintenant dans sa chambre quand il a vu l'état. Je dis, ça c'est quoi, David, Steve? Ça c'est quoi? On est allé prendre la serviette, on a enroulé sur les reins de notre collègue. Ça n'allait pas toujours. On est resté là toute la nuit. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on verse l'eau chaude? Non, ne versez pas l'eau. On fait comment? On n'a jamais eu. En fait, on n'a jamais eu un truc comme ça. On fait comment? C'est comme ça que pendant la nuit, la dame, l'hôtel où on nous logeait, c'était dans une concession familiale. Donc, la dame, elle a entendu beaucoup de bruit. C'est comme ça qu'elle vient vers là où il y avait l'hôtel. Elle cogne, elle pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la concession. Il y a quoi? C'est comme ça qu'on présente la dame. La dame l'a dit, oh, mon frère, est-ce qu'on t'a dit qu'on sort avec les femmes comme ça dans notre village ici? On ne sort pas avec n'importe qui. Celle-là, c'est une femme de famille. On l'a épousée pour la famille. On ne l'a pas épousée que quelqu'un va venir l'enceinte ou quoi que ce soit. Elle est là pour travailler pour la famille. Le mari est décédé. Donc, du coup, je pense le lendemain, on a dû chercher comment aller, comment le traiter. C'est comme ça qu'on nous oriente dans une autre localité, une autre localité qu'on appelle Mekambo. On va à Mekambo là-bas, Darda. Arrivé à Mekambo et tout, on trouve quand même un tradit praticien et tout ça, la machin. C'est comme ça que le tradit praticien prend mon collègue. Il dit à mon collègue, ah mon frère, tu as eu la chance. Sinon, normalement, si tu n'étais pas un gars fort là, tu mourrais dans le business de la fille en question. Parce qu'elle a un truc à l'intérieur. Mais c'est que quand je suis sortie de là, je regarde la fille, je dis, mon Dieu, quand je pense qu'il y a d'autres hommes qui viendront la courtiser, ne sachant pas ce qu'elle a entre les jambes. Donc, c'était tout simplement pour dire aux hommes, faites très attention. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça de mes yeux. Je n'ai pas voulu voir son business, mais, excusez-moi, mais c'était là. Je ne pouvais rien faire. Il fallait régler son problème. Donc, c'est pour dire aux hommes, faites très attention. C'est pas n'importe quelle femme qu'on sort. C'est pas n'importe quelle femme qu'on courtise. Ayez un peu on appelle ça quoi, un frein quelque part. Renseignez-vous d'abord quand vous arrivez à un endroit où vous ne connaissez personne, renseignez-vous d'abord. Sympathisez avec les gens. Ce sont eux qui vont vous dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. Donc, c'est d'abord la première histoire que je vais vous raconter, que je raconte ce soir. Alors, je peux raconter la deuxième histoire? Oui, vas-y. Alors, la deuxième histoire, c'est l'histoire, on va appeler ça un père joyeux, en fait. C'était un monsieur qui avait fait un seul enfant, un unique enfant, un garçon. Là, c'est ma grand-mère qui m'avait raconté l'histoire. Donc, il a fait ce beau garçon-là, c'était un très bel homme. Il a fait le beau garçon et tout ça, les études, ça allait, tac, tac, tac. Le petit a bien monté les étapes. Bien monté les étapes. C'est comme ça que, arrivé à l'université, le petit n'a même pas connu vraiment la galère et tout. Même étant à l'université, c'est comme ça qu'on vient le chercher, même à l'université. Il y a une grande maison de téléphonie mobile ici au Gabon qui est allée même le chercher à l'université, alors qu'il n'avait jamais fait communication. On a quand même pris et tout, le gars a évolué et tout machin. Et c'est comme ça que quelques temps après, 5 ou 6 ans après, le monsieur rencontre une dame. La dame là, elle était issue d'une famille vraiment compliquée. Quand je veux dire compliquée, ça veut dire que compliqué. Niveau spirituel, c'était compliqué parce que la famille elle-même, elle se détruisait. Et le petit s'est engagé dans cette histoire-là. Ils sont là à Libreville, tranquille. Il ramène maintenant sa femme. Il dit, bon, je vais te présenter à mon père. Quand le petit amène sa femme au village, le père, la mère reçoit bien. La mère reçoit bien la belle-fille. Quand le père regarde comme ça,
Le matin et tout, machin, le père ne pouvait pas parler. Vous savez, les gens qui sont âgés, là, eux, ils ne parlent pas des choses n'importe comment. C'est comme ça que 2 jours après, il appelle son fils, il dit à mon fils, bon, il dit à son fils, bon, accompagne-moi en brousse. C'est comme ça que le petit accompagne son père en brousse. Le père commence à lui parler, oh non, tu vois, la vie, c'est comme ça. Comme ça, le père, le fils dit à son père, mais tu me racontes quoi là? Il dit, non, la femme que tu as amenée là, tu ne peux pas l'épouser. Le fils dit, comment ça? Il dit, non, tu ne peux pas l'épouser. C'est une très mauvaise famille. Tu ne peux pas, mon fils. Le combat qu'il y a dans la famille, là, tu ne peux pas. Le père est déjà comme ça, la mère est comme ça, les frères sont ceci, les frères, c'est les oncles, les tantes. En fait, c'est une famille, vraiment, c'est pas ça. Le fils est fâché contre son non, papa, comment tu peux me dire ça? Le père dit, c'est moi qui t'ai mis au monde et tu es mon unique enfant. Et toi, tu vas t'engager à dire que tu vas épouser une femme comme ça. Oh oui, le père dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que les vacances se passent bien. Il remonte avec la fille sur Libreville. Quand il remonte avec la fille sur Libreville, c'est d'abord des complications. Au niveau du boulot, il commence à avoir des problèmes. Il commence à avoir des soucis d'argent. En fait, tout dépérit autour de lui parce que lui, c'était un gars vraiment bien fructueux et tout, mais tout dépérit. Et ça n'allait pas, et ça n'allait pas, et ça n'allait pas. C'est comme ça que le fils dit non. L'histoire là, je ne comprends pas ça, je ne vois pas ça clair. Le fils appelle son père depuis le village. Le père monte sur Libreville. Le père lui dit, mon fils, je t'ai dit que la famille là, même moi ton père, je n'ai pas la capacité de me combattre avec ce qui est dans cette famille là. Toi tu dis que tu vas aller rentrer dans cette famille là. Tant pis pour toi, je t'ai déjà averti. Et le fils, écoutant vraiment son père, à un moment donné, il s'est assis, il a dit, non, est-ce que je peux mener le combat de cette famille-là? Est-ce que j'ai la capacité de mener ce combat-là? Je n'ai pas la capacité, je ne veux pas m'aventurer. Parce que cette famille-là, mon père m'a déjà dit ça 2, 3, 4 fois, je préfère ne plus continuer la relation. Et c'est comme ça que le fils a mis fin à la relation. Et quelque temps après, le fils a été, je peux dire comment, il a encore eu un poste plus que ce qu'il avait et il est revenu à la normale. Il continue à mener sa vie et tout. Et le fils en question, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Donc, c'est pour dire que les enfants, quelquefois, écoutons nos parents. Nos parents, ce sont des personnes qui ont vu le jour avant nous. Ils ont traversé des étapes. Ils ont vu les choses. Et ils continuent à voir des choses. Si ton père ou ta mère te dit déjà, la famille là, je ne veux pas, toi tu insistes, toi-même là-bas, parce que nous on a vécu ça. C'est un peu ma petite histoire de ce soir. Donc les gars, faites très attention. Le dehors est risqué. Bonne soirée DMG, merci. Merci beaucoup Aline pour les 2 histoires. En tout cas, j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui. Le business. Le business. Aïe, aïe, aïe. Les codes sont terribles. Il faut avoir le mindset pour pouvoir déchiffrer les trucs là. Le biz. Il est sorti. Après, je regarde seulement son business. Comme ça, je vois ses boulets. Et que. Mais c'est encore ça, c'est débloquer les niveaux plus. Hello DMG, ça fait longtemps. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'ai plusieurs histoires, mais bon, je vais commencer par la première. S'il y aura le temps, j'en ferai une autre. D'accord. En fait, quand j'étais je faisais mes études supérieures, je fais l'effort de ne pas citer l'école. J'avais 2 camarades, une fille et un garçon. Et la fille était tu vois, dans les BTS à l'époque, c'était des femmes déjà un peu âgées. J'étais même la plus petite de la classe en fait. Et la fille dont je vais vous parler était déjà assez mûre par rapport à nous autres. Elle était mariée. Et voilà, ce qui se passe, c'est que durant l'année, elle tombe enceinte. Et elle était mariée à
moi je suis camerounaise, elle était mariée à un Camerounais comme elle-même, qui devait s'absenter pour quelque temps. Il devait aller faire des études, se spécialiser hors du pays. Alors elle demande à mon camarade de venir habiter avec elle. Parce que son mari était vraiment aisé et ils avaient une dépendance. Ce camarade-là était d'une famille un peu défavorisée. Il cherchait où habiter en fait. Elle et son mari lui ont permis de vivre dans la dépendance. Bon, lorsque son mari devait s'absenter pour son voyage, il lui demande d'amener un de ses frères vivre avec elle, un cousin et tout, ou un frère. Elle a refusé. Le monsieur a voyagé et l'a laissé avec mon camarade. Mais mon camarade n'était pas, comme je vous l'ai dit, dans la maison principale, il était dans la dépendance. Et mon camarade lui demande, mais pourquoi tu n'appelles même pas une tante pour t'assister durant ta grossesse? Elle reste catégorique, elle ne veut personne avec elle. Elle dit qu'elle ne veut personne dans sa famille. Alors, au 9e mois de la grossesse, elle demande à mon camarade de l'accompagner. Lorsque les contractions ont commencé, elle demande à mon camarade de l'accompagner à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Elle est en travail. Mon camarade lui demande, mais on n'appelle personne. Est-ce que quelqu'un ne peut pas venir t'aider? La fille refuse. Elle dit non, non, non. Je sais que on va y arriver, toi et moi. Je veux voir personne. Elle reste là. Elle entre en travail. Bon. 2e jour, elle est toujours en travail. 3e jour, et ça commence à parler à l'hôpital. Donc les gens commencent à se dire, mais attendez, depuis un certain moment, il y a une dame là qui est en travail. On ne sait pas ce qui va se passer. On s'inquiète même pour elle. Notre camarade vient aussi nous en parler à l'école. Il nous dit, mais telle personne, depuis, elle est en travail. Et je lui demande même d'appeler un de ses proches et tout. Elle me dit qu'elle ne veut voir personne. On lui dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne connais même pas un membre de sa famille. Il dit qu'il a seulement appelé son époux à l'étranger, en fait, pour lui dire que sa femme était en travail. Et son époux lui dit, est-ce que maman vient t'assister? La fille refuse. Bon. Et elle continue de souffrir comme ça. Pendant plus de 4 jours, elle est en travail, ça ne va pas. À un moment, on commence à dire que peut-être faut l'opérer et tout, machin, lui faire une césarienne et tout. Donc, les gens n'arrivent pas à se décider. À un certain moment de cette journée-là, c'était dans le 5e jour, un médecin qui n'était même pas gynéco arrive. Il entend les gens se plaindre de ce cas-là qui est en train de les dépasser. Le gynéco dit, amenez-moi dans sa chambre. En fait, là où elle est couchée à la maternité, elle arrive, le gynéco sort une petite fiole. Il prend le liquide qui était dans la fiole, il frotte sur ses mains. Il badigeonne maintenant le ventre de la fille qui était en travail, de ma camarade qui était en travail. Il badigeonne. Et lui dit, ma fille, tu vas accoucher. On fait sortir, en fait, il demande de rester, qu'il veut seulement rester avec une infirmière. Donc dans la pièce, ils sont seulement tous les 3. Il se rassure que la porte est fermée et que la fenêtre aussi n'était pas ouverte. Il dit à la fille, tu vas accoucher, ne t'inquiète pas et tout et tout. Et ma camarade était vraiment apeurée, elle était très très apeurée. Le médecin en question lui dit non, ne t'inquiète pas, tu vas accoucher. Quand il finit de badigeonner son ventre et tout, il lui demande de pousser. Elle pousse. Un oiseau sort de sa partie intime et se met justement au niveau de la fenêtre. Lorsque l'oiseau est sorti de sa partie intime, le bébé a suivi l'oiseau. Le bébé a pu sortir. Ce médecin, c'est pour ça qu'il avait fermé partout. Ce médecin a pris maintenant un genre de grosse fiole. Il a enfermé l'oiseau à l'intérieur et il s'est avéré, c'est ce que la fille et en fait ma camarade et mon camarade qui étaient avec elle racontent que c'était un hibou en fait, que le médecin avait enfermé dans sa fiole. Et c'est là où le médecin demande à ma camarade de parler. Et ma camarade de lui dire qu'elle est orpheline de père et de mère et c'est sa tante qui l'a élevée. Elle dit que lorsqu'elle était petite, bon, sa tante l'a élevée, l'a envoyée à l'école normalement et tout, mais elle avait dans sa dizaine d'années, elle va au village avec sa tante. Sa tante lui dit de l'accompagner au champ
Elle va avec sa tante au champ, comme d'habitude, elle y allait souvent. Elle va avec sa tante au champ et il commence à déterrer le manioc. En fait, je sais pas si tu sais que souvent des DMG, quand tu déterres le manioc, tu t'accroupis pour pouvoir tirer en fait la bouture de manioc. Elle dit donc que toutes les deux déterraient le manioc, déterraient le manioc. À un moment, quand elle est en train de vouloir tirer un autre manioc, elle n'arrive plus à se lever. Elle appelle sa tante, elle dit à sa tante, Tata, vraiment, je n'arrive pas à me lever. Sa tante lui dit, comment ça? Sa tante vient près d'elle. Elle lui dit, je n'arrive pas à me lever. Et sa tante lui dit que oui. Quoi? Sa tante dit, tu vas comprendre, je te demande de me donner quelque chose. Et sa tante l'a abandonnée au champ, elle est rentrée à la maison. Elle l'a abandonnée tenant la bouture de manioc. Elle l'a abandonnée là au champ, elle est rentrée chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, sa tante, elle s'envoie, elle dit qu'elle a dormi au champ. À une certaine heure, les fourmis maniants ont commencé à piquer ses pieds et tout. Sa tante n'est pas revenue la chercher. Sa tante revient le lendemain lui dire, je t'ai demandé de m'offrir quelque chose. Et cette tante-là, c'est la sœur de sa maman, de sa défunte maman. Elle lui dit, je t'ai demandé hier de m'offrir quelque chose. La petite fille dit, mais Tata, j'ai quoi à te donner? Mais qu'est-ce que je dois t'offrir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien à te donner. Et sa tante lui dit, non. Chaque femme a deux choses. Tu as soit tes enfants, soit ton futur ton conjoint. Elle dit, bon, naïve comme elle était, elle s'est dit, ah, si elle n'accouche pas, c'est pas grave. Mais elle ne peut pas sacrifier l'enfant d'autrui. Donc, elle dit que c'est vraiment cette idée-là qui est venue dans sa tête. Elle lui a dit, bon, je te donne parce qu'elle lui a dit, donne-moi ton ventre ou ton mari. Elle lui dit donc, bon, moi, je te donne mon ventre. Elle dit donc, quand elle avait dit, elle était toujours accroupie, hein, avec les fourmis maniant au pied, tout ça. Dès qu'elle a dit à sa tante, je te donne mon ventre, elle dit qu'elle a senti comme un objet qui entrait au niveau de ses fesses, puisqu'elle était accroupie, en fait, mais qu'elle ne sait pas. Petite comme elle ne savait pas ce qui était entré. Dès que ça s'est passé comme ça, elle s'est relevée et sa tante lui a dit de ne pas en parler. Bon, elles ont continué à vivre normalement. Cette tante-là continue de payer ses études normalement et tout. Lorsque elle grandit alors, elle tombe sur son époux, qui l'épouse, on fait la dot et tout ce que tu connais. Mais cette histoire était toujours en elle. Elle savait qu'elle ne pourrait pas enfanter. Donc, lorsqu'elle conçoit, elle est étonnée parce que dans sa petite tête, elle s'est dit, mais j'avais déjà donné mon ventre. Comment est-ce que je suis enceinte? Et elle dit donc que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas d'un membre de sa famille durant sa grossesse, en fait. Bon, grâce à Dieu, avec ce qui s'est passé, le médecin l'a aidée et tout, elle a accouché. Mais quelque temps après, sa tante là est décédée. Donc, c'est l'une des histoires que je voulais raconter comme ça. Je ne sais pas si je peux en raconter une autre, ou alors peut-être quelqu'un d'autre aussi est là pour en raconter. Tu peux raconter une autre. Je peux? Oui, oui. Ok, d'accord, merci. Bon, la prochaine histoire, c'est ce qu'on appelle en fait la bienveillance. Même dans ça c'est la leçon que même dans l'extrême pauvreté, il faut écouter les conseils des aînés. Là, c'est chez les petits, chez les étudiants. Je vais pas aller dans les détails en fait. C'est un de mes oncles, parce que grâce à Dieu, moi je suis j'ai beaucoup de culture et tout. Donc là, c'est un de mes oncles de chez les Étones. Il était orphelin aussi de père et de mère. Excusez-moi, peut-être c'est toutes les histoires d'orphelins, mais je peux pas. C'est ça que j'ai. Il était orphelin de père et de mère. Et au village, c'était, on peut dire, le garçon de couple. Quand tu n'as personne, tel oncle t'envoie, tu pars. Tel grand, tu pars. Et on s'est rendu compte que le genre d'enfant qui faisait ses corvées, tu peux appeler ça comme ça, ses corvées avec le sourire. Donc, ça fait qu'au moment des rentrées scolaires, c'est vrai qu'il n'avait pas de mère, mais les anciens du village cotisaient toujours pour aller à l'école. Ça fait vraiment très longtemps. L'école était presque gratuite, mais il y avait toujours des petits frais qu'il fallait donner, mais lui n'avait pas l'argent. Donc, c'est ces anciens du village, les papas et les tontons qui cotisaient pour lui pour qu'il puisse fréquenter. Et il allait très vite à l'école et tout. Alors, quand il prend le bac,
les l'appellent un soir. Les anciens lui disent, on a vu ton cœur, monte à Yaoundé aussi, essayer de faire... Bon, tu sais, ici, au Cameroun, pour entrer dans l'administration, on lui dit, toi aussi, va là. Ça coupe un peu, hein. C'est pas ce qui se passe. Ah bon, ça coupe, Oui. c'est bon là? Ah oui, c'est bon là maintenant. Voilà, donc les anciens lui disent, va à Yaoundé aussi, essaye un peu de monter à Yaoundé, faire tes études supérieures pour devenir ngomna, comme on dit souvent chez les petits, donc entrer dans l'administration. Et à l'époque, l'université était gratuite. Donc il va en fac, mais toujours à chaque congé, il rentre au village, aider les vieillards, quoi. Et en retour, on fait son petit baluchon pour la rentrée. Lorsqu'il prend sa licence, il dit que bon, il va faire des concours. Et il a fait, je vais pas donner les écoles, il a fait quelques concours là. Il revient au village, les anciens lui demandent, mais tu disais que tu allais faire des examens, oui. Il dit qu'il a fait 2 concours. Ok, d'accord. Alors les anciens lui disent, tu veux aller où? Il donne sa préférence DMG. Il dit, voilà, je voudrais aller dans telle école. Les anciens lui disent, ok, tu iras là-bas. Je te dis, c'est une histoire authentique, hein. Alors, pendant qu'il est au village, les anciens l'appellent la nuit. Spirituellement, il lui montre la liste des admis et son nom n'y est pas. Et on lui dit, barre un nom. Dans la nuit, donc tu vois, dans la nuit, on lui dit qu'enlève un nom, on va écrire ton nom à cet endroit. Et il raconte à mon oncle qu'il n'a pas eu le cœur de barrer le nom de quelqu'un qui lui, parce que dans la liste, il avait vu des noms. Il dit qu'il n'a pas vu comment barrer le nom d'une personne qui a réussi pour mettre le sien. Il a dit aux anciens vraiment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Bon, un ancien a enlevé un nom. Il te dit spirituel. Donc dans la nuit, on lui montre je ne vais pas donner le nom de l'école parce que tu sauras, mais je ne vais pas donner le nom de l'école. Donc spirituellement, on lui montre la liste de l'école avec l'entête de l'école. Donc il voit bien, les signatures sont là. Alors quand l'ancien lui demande d'enlever le nom, il dit que non, je ne peux pas enlever le nom. Alors un ancien au pif comme ça a enlevé un nom et lui a écrit le sien, puisque tous connaissaient son nom, a écrit le sien au niveau du vide qu'il avait créé en fait. Il dit que son réflexe en fait, parce qu'il avait l'impression d'être dans une autre planète, c'était de remarquer le nom qui était avant le sien et après le sien. Pour se dire que si franchement les résultats là sortent et que ces noms sont là, je comprendrais que là c'est une autre dimension. Il a tout fait pour mémoriser le nom avant et après lui en fait. Bon, après on lui dit va te coucher. Il est parti se coucher. Quelque temps après, les résultats sont sortis. Et son nom était justement entre les 2 noms. Donc les gars ont travaillé dans la nuit pour qu'il réussisse l'examen en question. Et ce monsieur, en fait, nous on a été au courant. Pourquoi? Parce que c'est ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. DMG, quand quelqu'un entre chez lui, il a dit à sa femme, quand il a rencontré sa femme, que j'ai été fait par les miens. Si une personne de mon village arrive ici, il doit manger. Et grâce à Dieu aussi, la femme qui fait partie de sa vie vraiment, c'est une personne qui a compris ce que lui a dit son mari. Donc, il lui a fait comprendre que je travaille pour les miens. Et je te dis, DMG, c'est un monsieur qui est extrêmement prospère. Donc, voilà les 2 histoires que je tenais à vous raconter ce soir. Si je me rappelle d'une autre, je montrerai. Et je voulais aussi te dire que vraiment, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je ne savais pas que tu étais revenu dans les lives. Et ça fait plaisir de te voir. Je suis revenu, merci beaucoup, Rose. Et Bonnie. Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que je... Oui, ça va, merci. Et vous? Très bien, merci. Alors, moi, je voulais vous raconter une histoire que ma grand-mère m'a racontée quand j'étais petite. Je devais avoir à peu près 10 ans. Et ça se passe en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Et donc, dans notre village à nous, en fait, les gens, pour ne pas se faire voler, ils ont pour habitude d'invoquer
les esprits de l'eau ou sinon le tonnerre. Et donc, ma grand-mère me raconte que une fois dans le village, il y avait une dame qui avait à peu près 8 enfants et son mari est décédé. Et lorsque son mari est décédé, elle avait de la peine à trouver à manger pour ses enfants, pour les nourrir. Et donc, elle avait l'habitude d'aller voler au marché, en fait. Donc, au début, ça se passait bien. Elle arrivait à voler quelques denrées pour nourrir ses enfants. Et un jour, en fait, elle a volé le bien d'un marchand, non, d'une marchande plutôt. Mais cette marchande, elle avait invoqué le tonnerre pour protéger sa marchandise. Donc du coup, quand la dame a volé les denrées, qu'elle est rentrée chez elle, elle a cuisiné ça pour ses enfants et tout, ils ont mangé et tout s'est bien passé en fait. Et donc, comme c'est au village, en fait, ils ont l'habitude de dormir sur des nattes à l'intérieur de la maison. En fait, au départ, elle s'était endormie devant le perron de sa maison, en fait. Et donc, quand il y a eu le vent de la pluie qui a commencé, ses enfants et elle, ils sont entrés s'allonger dans la maison. Et donc, en fait, chez nous, le tonnerre, quand tu l'invoques, il foudroie que la personne qui a commis le larcin, en fait. Donc, comme la dame, elle était couchée entre ses enfants et que le tonnerre ne voulait pas faire de mal aux enfants innocents, alors il a transporté une calebasse à l'extérieur et avec le bruit du vent qui cognait, vu que l'orage se levait, le bruit du vent cognait la calebasse, ça allait, venait, ça faisait du bruit et ça empêchait la dame de dormir en fait. Et donc elle en a eu assez puisqu'elle n'arrivait pas à dormir. Et dès qu'elle s'est levée, qu'elle a franchi le seuil de sa maison pour ramasser la calebasse, elle a été foudroyée. Et en fait, quand tu te fais foudroyer, le tonnerre il pose l'objet du délit en fait sur la poitrine. Donc en fait, elle a été foudroyée et ce qu'elle avait volé au marché pour nourrir ses enfants, c'était posé sur sa poitrine. Donc en fait, le lendemain, quand tous les autres se sont réveillés, ils l'ont trouvée morte, foudroyée devant sa porte avec ce qu'elle avait volé sur la poitrine en fait. Donc en fait, c'est pour dire que c'est pas tout le monde qu'on doit et qu'on peut voler quoi en fait. Enfin, j'ai d'autres histoires aussi comme ça, mais je crois que je vais m'arrêter sur celle-là et je remonterai peut-être plus tard. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir Gisèle. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Je devais monter depuis longtemps, mais comme j'étais seule ici, j'avais peur. J'attendais que mes enfants reviennent d'abord. J'attendais que mes enfants reviennent d'abord avant de monter. Ok. Je pense que les gens ont suivi mon histoire de mercredi. C'est un peu par rapport aux mêmes gens que je parlais le mercredi. Donc c'est toujours dans notre réel. Les gens qui avaient tué mon petit frère. Nous étions, notre parcelle était au numéro 1 et ils étaient au numéro 7. Le papa qui était décédé, les gens qui étaient là, sa femme avait donné la sorcellerie à un enfant de la parcelle numéro 11. L'enfant avait dans le 5 ou 6 ans. Alors, on a demandé à l'enfant de sacrifier quelqu'un de sa famille. Il a sacrifié sa petite cousine. La petite cousine, bon, je vais donner juste un nom, disons Christelle. Christelle est décédée. La nuit maintenant, pendant le deuil, on envoie les enfants d'aller dormir à l'enfant. J'appellerai, d'aller dormir à la maison, j'appellerai le bébé qui a tué sa cousine Junior. Junior refusait. On insistait, mais va dormir, tout le monde dort, pourquoi toi tu ne peux pas dormir? Junior ne faisait que refuser. Alors on a insisté, quand on a envoyé Junior dans la chambre, il est ressorti en courant que non, Christelle est là-bas, elle me poursuit. On dit, mais Christelle te poursuit comment? On a banalisé sa mère, comme l'enfant vivait avec sa maman était séparée de son père a dit, mais
faut pas banaliser ça. Comment est-ce que le corps de Christelle est ici? Junior dit que non, Christelle me suit dans la chambre. Alors, le papa dit que non. Après l'enterrement, on doit parler de ça. C'est là maintenant, le lendemain, le parent de Christelle, ils ont fait une réunion. Jusqu'à Junior a avoué que non, c'est lui qui avait tué Christelle. Ça a commencé quand tu n'as que 6 ans. C'est là maintenant, Junior cite les noms de la maman dont le mari avait tué mon frère jumeau. Je pense que tu te rappelles de mon histoire de mercredi. Junior cite maintenant les noms, comme la maman là vendait le pain et puis la pâte d'arachide. Donc, nous tous là, on était seulement contents d'aller acheter, mais tenter d'aller acheter là-bas. Mon papa, si te voit seulement, même si tu avais faim comment, le pain là tu vas pas manger, il va jeter. Alors, la maman là avait donné le pain à Junior, c'est là qu'elle a donné la sorcellerie à l'enfant. Il devait maintenant faire une réunion. La maman a nié. Donc, il fallait maintenant qu'il y ait une réunion. Ils ont appelé les gens, le vieux du quartier là, pour faire la réunion. Donc, on devait maintenant trouver un terrain neutre. Pas chez la maman. La maman a dit que non, moi je ne pars pas dans la parcelle numéro 11. Les gens de la parcelle numéro 11 aussi ont dit, moi je ne pars pas dans la parcelle numéro 9. Donc maintenant, on devait choisir un terrain neutre. Donc c'est là maintenant que l'histoire va commencer. Un voisin maintenant, le voisin de la parcelle numéro 10, qui est en face de la parcelle numéro 9, accepte. Vous pouvez faire la réunion pour moi. Le jour du réunion est arrivé, ils ont fait la réunion. La maman continuait toujours à nier. Et non, moi je ne suis pas sorcière, bon, je suis maman légionnaire. Elle a dit ces choses. Alors, le vieux du village là, je m'excuse, avait les dents pourries, façon là. Ils ont pris un pot, ils ont craché, ils ont tous craché, lavé leurs mains. Ils ont donné à la maman là. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Alors, ok. Donc, ils ont fabriqué une boisson dont on a donné à la maman. Elle doit se partager avec Junior. La maman a pris la boîte, si c'est le pot, elle a commencé à boire. Elle voulait seulement tout finir. Donc, là où les vieux là ont craché, donc c'est leur crachat là, je sais pas, leur salité là, c'est ce que la maman là et Junior devaient se partager. La maman ne faisait que boire, jusqu'on a arraché la peau. Elle dit que non, vous devez vous partager ça. Si tu es coupable, il y aura des morts dans ta famille. Si Junior manque à miner sur toi, il y aura des morts dans la famille de Junior. Donc quand on a dit ça, la maman voulait seulement tout boire. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc je bois, il n'y aura plus de balance parce que Junior n'a pas bu. Donc tout ce qu'ils ont dit ne va pas marcher. On a arraché les gobelets à la maman, on a donné aussi à Junior, Junior a bu. On est resté dans le quartier là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une nuit, il a plu comme pas possible. Il a plu comme pas possible. Alors, il y avait des toitures qui s'étaient enlevées. Vraiment, il y avait coupure d'électricité. Maintenant, la maman du numéro 9, elle avait son fils, je vais appeler Christian. Elle avait 2 garçons. Dans la nuit où l'électricité est partie, il y avait des toitures qui se sont envolées. Mais Christian a décidé de sortir de sa maison pour aller se laver sous la pluie. Une chose de 1h ou 2h du matin. Il est sorti, il faisait que toquer sur le port de tout le monde, là où il y a des garçons. Venez, on va se laver, venez, on va se laver. Tout le monde a refusé. Mais l'enfant du papa où on était parti faire leur jugement, un de ces garçons est sorti pour aller se laver avec Christian. Donc Christian, l'enfant de la sorcière. Ils sont sortis, ils ont sillonné notre quartier en chantant. Nous sommes les hommes forts du quartier, blablabla. Vraiment, c'était dans la nuit. Tout le monde avait peur parce qu'il avait vraiment plu. Dans la nuit, ils sont maintenant allés près du couvent, attendre que, comme il y avait trop de vent, attendre que les avocats tombent et ils vont ramasser. Ils se sont arrêtés là en attendant les avocats. Le mur du couvent s'est écroulé sur eux. Sur place, ils sont décédés. L'enfant du papa qui avait accepté que le jugement soit, c'est lui.
est devenu plat comme le papier de toilette. Il s'est vraiment aplati. Alors que l'enfant du sorcière, lui, il est sorti idem comme s'il n'était pas sous les déchets du mur. Le matin, tout le monde parlait de la pluie. C'est la grande sœur maintenant du Christian qui partait, comme leur maman vendait le pain, qui partait à la boulangerie. C'est elle qui découvre que non, Christian, non, elle a crié, venez, les gens sont morts, les gens sont morts. Quand les gens sont venus, c'est là qu'on découvre que non, le Christian est l'enfant du papa qui avait accepté la réunion chez lui est décédé. Donc, comme morale de l'histoire, le ténèbre ne peut pas se mélanger avec la lumière. Le papa était pour lui simple. Le papa ne connaissait pas les histoires de sorcellerie. Mais comme il avait besoin de terrain net, lui, il a accepté pour faciliter la chose. Voilà, l'esprit de mort est venu, ça a aussi amené son enfant. Donc, ne mélangez pas les ténèbres et la lumière. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Bonsoir. Bonsoir. DMG. J'espère que tu vas bien. Vous m'entendez? Oui, j'ai mis Tatoulé parce que mon neveu m'appelle Tatoulé. Sinon, c'est Aïcha. Bonsoir à la communauté DMG. Moi, je suis montée. J'ai 2 histoires DMG pour ce soir. Je te suis, ça fait plus d'1 an. Je pense que depuis tes débuts, depuis le début, je vous suis. Donc voilà, bref. Merci. Maintenant, en tout cas, vous faites un remarquable travail. Attendez, je vais me déplacer. La petite, elle dort parce que j'ai attendu qu'elle dort pour que je fasse ma demande, sinon elle va... Je suis montée, je disais que j'ai 2 histoires. La première, c'est mon histoire à moi. Et la deuxième, c'est une tante éloignée, mais du même village. Donc, je ne sais pas si je vais commencer par mon histoire ou je vais commencer par celle de la tante. Voilà, pas la première histoire. D'accord, ok. Bon, première histoire, c'est mon histoire. J'étais avec une de mes cousines et on partait au phare de Dakar, au Sénégal. Et on est parti faire nos courses et tout. C'était en décembre, 1er décembre en plus. On a fait nos courses et tout. Et au retour, je lui ai dit, au lieu de prendre le taxi, on va marcher un peu. Ça va nous détendre et tout, vu qu'il fait chaud. Et en plus, on a pris des glaces et tout ça. Elle me dit, oui, ça nous fera du bien. Après, en cours de route, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est rentré dans ma... Waouh. Et me détendre, aller là, je suis habituée. Mais là, Voilà, je vais raconter. Donc, en partant à la maison, et il y a quelque chose qui est rentré dans mon pied, dans mon genou. Et j'ai commencé à gratter. Après, tout d'un coup, ça commence à faire mal. Après, j'ai dit à ma cousine, j'ai mal au pied. Elle me dit, comment ça se fait que tu as mal au pied? Allons-y, toi, tu aimes trop ça et tout. Après, je lui dis non, je fais pas semblant. J'ai vraiment mal au pied, je te dis. Elle voit que je le dis avec un ton très, très sérieux. Elle a appelé le taxi. On est rentré dedans, on a filé à la maison. Arrivé à la maison, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus descendre du taxi. Et il y a des gens, c'est un peu long quand même, hein. J'espère que vous aurez le temps d'écouter, mais c'est un peu long quand même. Voilà, mais quand même, je vous explique. Et arrivé à la maison, ils m'ont fait sortir du taxi. Si c'est un peu long, tu vas devoir résumer parce que on est déjà à minuit. Hein. Oui, je vais abréger, D'accord, merci. Et du coup, une fois qu'on est arrivé à la maison, ma soeur a dit, waouh, mais comment ça se fait que ton pied est gonflé comme ça? Et 3 jours après, la jambe était toujours enflée et le bras a pris. C'était la main gauche et la jambe droite. Et ça a pris.
Et lorsque ça a pris, on a fait tous les tours de l'hôpital, on a tout fait. L'hôpital, ils voient que c'est enflé, j'écris, mais ils disent qu'il n'y avait rien du tout. Bon, après, il y a une tante qui est venue, qui me dit que ouais, ma mère, il faut l'emmener voir les marabouts et tout. Parce que chez nous, il y a les guides religieux, il y a les guides traditionnels. Donc, on m'amène, c'est les traditionnalistes. Parce que moi-même, j'ai des grands-parents qui sont traditionnalistes. Arrivé là-bas, ils m'ont dit que c'était un sort qu'on m'avait jeté. Effectivement, il voulait mettre ça sur ma mère. Mais vu que ma mère, ce jour-là, elle n'était pas sortie. Et il n'y avait aucun de ses enfants qui était sorti. Si ce n'était pas moi. Donc, c'était tombé sur moi. Après, ils ont fait tout le possible. Ça n'a rien donné. Après, j'ai fait le tour du marabout, en tout cas. C'était de marabout en marabout. C'était de marabout, des oustas. Que ce soit en tout cas marabout religieux, que ce soit marabout traditionnaliste, j'ai fait tout. Il n'y avait rien à faire. Et puis un jour, il y a une copine qui vient de la Gambie qui me dit tu sais, moi je suis métisse de la Guinée-Bissau et je suis mandjak et je vais faire venir une de mes tantes. Je vais voir si elle est sur place. Si elle n'est pas sur place, je vais lui dire de venir rapidement. Je signale que j'étais mariée. Je venais de me marier et j'étais venue en France. Et après, je suis retournée. C'était pour mes vacances, en fait. C'était pour mes vacances. Et c'était par rapport à ça, il m'avait jeté ce soir-là. Et après, ma cousine, ma copine l'a appelé sa tante. Et sa tante est venue. Ils m'ont emmenée. Mais avant qu'ils m'amènent, en ce moment, le fait que j'étais mariée, mon mari m'avait déjà oublié. Il avait oublié qu'il était marié et tout parce qu'on l'avait enlevé ça dans ses yeux. Et beaucoup de personnes disaient que oui, on vous a séparés, en tout cas spirituellement. Et de là, mon mari ne savait plus qu'il était marié avec moi parce que j'étais mariée légalement, bien sûr. Donc, et religieusement aussi, vu qu'on est des musulmans. Donc, arrivée, la tante, elle est venue une semaine après. Mais malgré tout, je criais dans le quartier. Tout le monde savait que j'étais vraiment gravement malade et c'était tellement rapide parce que je pesais à peu près 65 kilos en cette époque-là. Et après, mon kilo a baissé jusqu'à 25 kilos. Et c'était une souffrance sur souffrance. Après, bon, j'ai vendu les biens que j'avais et tout. En tout cas, ça m'a ruiné. J'ai tout vendu juste pour me soigner pour pouvoir m'en sortir avec ma famille. Et de là, je suis partie. La dame, elle est venue. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas se déplacer. Il faut que moi, je vienne. Et je suis venue. Elle a fait des trucs. Elle m'a dit, pars. On m'a ramenée. À chaque fois qu'on m'a ramenée, en tout cas, je pleurais seulement. On m'amène à la maison. 3 jours après, mon mari m'appelle. Allô, chérie, tu es où? J'ai dit, moi, je suis mourante. Je suis gravement malade et tout. Tu es où? Mon mari me dit, oh là là, comment ça se fait? Il commence à expliquer et tout. Après, direct, il est venu, il a pris le billet, il est venu me trouver au Sénégal. Une fois qu'il m'a trouvé au Sénégal, et la dame me dit, viens maintenant avec ton mari, c'est le moment. Et je suis venue. Elle me disait, ma main, je le mettais tout le temps sur ma tête et ma jambe, elle était tout le temps enflée, tout le temps. Et je ne pouvais pas le déplier, c'était déjà plié, je ne pouvais pas le déplier, je ne pouvais rien faire avec. En tout cas, la jambe, ça faisait peut-être 20 kilos ou 25 kilos. C'était tellement lourd que laisse tomber. Ma toilette, on me faisait toutes mes choses sur place, en tout cas, dans ma chambre. Et de là, je suis partie voir la dame avec mon mari et ma mère et mes sœurs, en tout cas ma famille. Arrivée là-bas, la dame, elle a commencé, elle a dit, déshabille, il faut qu'elle se déshabille. Ma grande sœur me déshabille et tout. Et elle est partie sur mon dos, elle s'est mise sur mon dos, je ne sais pas. Elle avait 2 trucs que je voyais dans sa main. Elle a commencé à tirer. Il y a une serpent qui est sortie sur mon dos, une petite serpent blanche. Mais ça bougeait. Mon mari a fui. Il a fui de la maison, il est parti dehors parce qu'il ne pouvait plus se retenir. En tout cas, la famille, personne ne pouvait se retenir. Comme j'avais fait 1 an sans voir mes menstrues, et de là, elle a commencé à faire encore du niveau de en tout cas de haut jusqu'en bas, de mon bassin.
elle a commencé à faire des choses et tout. Et puis, il y a une pieu de chabot de cheval qui est sorti là-bas. Et direct, j'ai commencé à avoir mes menstrues sur le champ. Sur le champ. Et après, elle a fait sortir aussi des choses sur mon bras. C'est mon bras qui me faisait mal. Et ça a percé. Et puis, il y avait du pus qui sortait aussi. Et au niveau de la jambe, c'était des plombs qui étaient remplis dedans. Dès que les plombs sont sortis, il restait que de l'eau en fait. Il n'y avait que de l'eau. Et en tout cas, vu que je dois abraiser et tout, parce que l'histoire est très très longue, je pense que je vais faire une vocale pour le YouTube vu que je te suis là-bas et sur Facebook aussi. Je pense que je vais le faire. Et voilà, parce que c'est très très long et c'était très très douloureux. Moi, je vous dis juste, soyez avec vos familles parce que c'est très très important d'avoir la famille à côté de vous. Car au jour d'aujourd'hui, les gens sont méchants. Ils se lèvent, ils vont vous faire du mal pour rien, pour un oui, pour un non. En tout cas, moi, j'invoquais Dieu pour qu'il me tue parce que j'étais fatiguée, je pouvais plus supporter exactement cette douleur-là. Je pouvais pas supporter la douleur que je vivais en tout cas. Je pouvais pas. Et je disais à Dieu, si tu peux venir me prendre pour faire moins de charge à ma mère parce qu'elle souffre. Pareil, ma mère aussi, elle a invoqué Dieu pour que il lui donne sa santé, il me donne sa santé et elle prend ma place. En tout cas, moi, ce que je vous dis, respectez vos mamans tant qu'ils sont en vie. Prenez soin de vos mamans. Dans vos prières, il ne faut jamais oublier vos parents. Ils sont, en tout cas, moi je dis la mienne, elle est mon Dieu sur terre. Bon, mon père, il est décédé il y a 2 ans, mais moi, ma mère, elle est mon Dieu sur terre. Parce que grâce à Dieu, en tout cas, Dieu l'a regardé par rapport à ces prières qu'elle faisait pour moi. Et cette prière-là, ça fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Mon mari est revenu et je suis revenue en France. Ça fait un bon moment. J'ai eu d'autres enfants. Grâce à Dieu, oui, j'ai eu d'autres enfants. Ça m'a laissé des séquelles, effectivement. Parce que même ici, en Europe, on m'a opéré, on m'a fait des choses, mais ils disent rien du tout. Voilà, ça m'a laissé des séquelles, mais malgré tout, j'ai toujours la niaque de vivre. Pour qui? Pour ma mère et mes enfants et mon entourage. En tout cas, DMZ, merci beaucoup pour ce concept. C'est très, très important. Merci à toi. J'ai juste abrégé parce que l'histoire est très, très longue et douloureuse quand j'en parle. J'espère avoir l'histoire-ci, même l'histoire-ci sur WhatsApp. Hein. Exactement, je vais le faire sur WhatsApp. Je vais vous l'envoyer, je vais vous dire que c'est tatoué. Peut-être que voilà, quand ça va passer, ça passera. En tout cas, merci beaucoup à toute la communauté DMZ. Merci beaucoup et bon courage. Et puis continue, tu es sur le droit chemin. Merci et bonne soirée. Ceux qui sont montés raconter leur histoire, merci. La première histoire vraiment c'était vraiment émouvante, l'histoire de celle qui était accusée à tort là. Bref, je vais poster ça en rediffusion sur YouTube, DMG TV. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous déjà. Bientôt on fait les 100 000 abonnés. Et on va faire ce qu'on a dit, les descentes, comme vous savez. Et donc, merci d'avoir participé. On se revoit mercredi pour un direct à partir de 20h. Passez une bonne nuit et surtout, priez avant de dormir. Ciao les gars.